Je m'appelle Régine Rhin, et je viens d'avoir 30 ans. En tant qu'architecte urbaniste travaillant sous le soleil brûlant de San Diego, en Californie, mon monde entier était bâti sur des plans clairs, des alignements mathématiques stricts et une intégrité structurelle. Je croyais aux fondations en béton, mais rien dans ma formation professionnelle n'aurait pu me préparer à l'anomalie humaine dévastatrice qui allait démolir ma vie. Lors de mon dîner d'anniversaire à l'hôtel, pas un seul vœu d'anniversaire n'est venu de mon mari. J'ai surpris mon mari, qui était censé être en voyage d'affaires, en train de dîner avec sa maîtresse dans la salle voisine. Le choc m'a frappé comme un coup physique, bloquant l'oxygène dans mes poumons alors que je l'observais à travers la fine fente de la cloison coulissante, complètement radieux, totalement inconscient, et enlaçant une autre femme. Avant qu'une seule larme ne puisse couler, une main lourde s'est refermée fermement sur mon épaule. Mon père se tenait juste à côté de moi, ses yeux froids fixés sur la cible, tandis que ma mère et mon jeune frère hochaient la tête en signe d'accord absolu. « Ma chérie », murmura mon père, sa voix terrifiante de calme alors que les instincts d'un auditeur d'assurance commerciale chevronné envahissaient tout son visage. « Donnons-lui une leçon qu'il n'oubliera jamais. Mettez un j'aime et abonnez-vous si votre propre famille s'est déjà tenue férocement à vos côtés pour démanteler complètement une trahison calculée. » Nous avons quitté le restaurant de l'hôtel immédiatement sans faire de scène publique, nous dirigeant directement vers mon bureau à domicile à la faveur de l'obscurité. Le vent côtier de San Diego frôlait les vitres de notre berline tandis que papa conduisait le véhicule à travers les rues tranquilles de la banlieue, son visage figé dans un masque rigide de calcul absolu. Personne dans la voiture ne parlait, mais le lourd silence était alimenté par une compréhension partagée et tacite que la façade agréable de ma vie venait d'être violemment incinérée. Mon esprit était envahi par des images de mon mari, Geoffroy, enlaçant cette femme dans la chambre d'hôtel alors qu'il était censé gérer une crise d'entreprise sous la pluie verglaçante de Seattle. Quand la voiture s'est finalement garée dans l'allée de ma propriété, une maison que j'avais entièrement achetée avec mes propres honoraires d'architecte durement gagnés bien avant de rencontrer Geoffroy, la structure familière me parut froide et étrangère. Maman posa une main rassurante sur mon poignet tremblant, me pressant de garder mon sang-froid car les explosions émotionnelles ne feraient que compromettre la contre-offensive stratégique que nous étions sur le point de lancer. Nous avons contourné le grand hall d'entrée et nous sommes déplacés avec une urgence synchronisée vers l'aile arrière de la maison où se trouvait mon bureau personnel. Papa se tenait près de la porte pour sécuriser le périmètre tout en m'ordonnant d'ignorer tout encombrement émotionnel et de me concentrer entièrement sur l'audit de mes actifs fondamentaux. Je me suis avancé vers la lourde bibliothèque en acajou, mes doigts se glissant derrière le loquet caché pour faire pivoter la boiserie loin du mur de béton, révélant la façade numérique de mon coffre-fort mural en acier. Mes mains étaient moites tandis que je composais la combinaison alphanumérique complexe que seul moi était censé connaître, m'attendant à trouver le filet de sécurité structurelle que j'avais bâti au cours d'une décennie de travail acharné en entreprise. Les lourdes peines de verrouillage se sont désengagées avec un clic métallique sourd et retentissant, et j'ai tiré la lourde porte, pour me retrouver face à un vide complètement nu, tapissé. Les pochettes de velours qui contenaient les bijoux de famille anciens de ma grand-mère avaient entièrement disparu, ne laissant que de la poussière sur les étagères vides. Le plus dévastateur, la lourde enveloppe en papier craft contenant 40 000 $ en réserve de liquidité d'urgence, que je gardais pour des projets immobiliers indépendants, avait complètement disparu. Une vague de nausée intense me monta à la gorge alors que l'ampleur de cette trahison passait d'une infidélité du cœur à un massacre financier méticuleusement exécuté. Geoffroy n'avait pas seulement rompu ses vœux de mariage dans une chambre d'hôtel cachée, mais il avait systématiquement dépouillé mon filet de sécurité tout en souriant à notre table de petit déjeuner chaque matin. Papa s'est approché, ses yeux analytiques balayant le coffre-fort vide sans montrer le moindre signe de panique paternelle, me rappelant immédiatement que les chiffres ne mentent pas et que nous devions maintenant cartographier le rayon exact de l'explosion de ses actions. J'ai essuyé une sueur froide de ma nuque, sorti mon ordinateur portable et tenté de me connecter à notre portail web principal pour vérifier mes investissements personnels. Mon écran a immédiatement affiché une notification rouge vif indiquant que l'accès était refusé en raison d'identifiants de sécurité incorrects. Une terreur froide s'installa profondément dans ma poitrine alors que j'essayais mes comptes secondaires, pour recevoir exactement le même rejet clinique de chaque institution financière. Geoffroy avait utilisé sa connaissance de mes informations d'identification personnelle pour modifier systématiquement mes questions de sécurité, me bloquant efficacement l'accès à ma propre existence financière. Zachary a immédiatement pris place au bureau, ses doigts volant sur son clavier mécanique alors qu'il initiait un contournement administratif sécurisé pour circonvenir les protocoles bancaires modifiés. Nous avons mis le système de vérification bancaire automatisé sur haut-parleur, écoutant une voix féminine robotique lire les mesures dévastatrices de ma ruine financière.
Mon compte d'épargne personnel, qui contenait un solde de 40 000 $ le mois dernier, avait été systématiquement vidé jusqu'à un montant dérisoire de 12 $ par une série de micro-virements. Le compte chèque commun du ménage était complètement à découvert, laissant un solde négatif flagrant de 300 $ qui criait son mépris total pour ma stabilité financière. J'ai déconnecté l'appel, le silence dans la pièce résonnant bruyamment alors que la réalité d'avoir été complètement dépouillé par l'homme en qui j'avais confiance m'envahissait. Papa a commencé à écrire rapidement sur un bloc-notes jaune, créant des colonnes strictes pour organiser la liquidation des actifs tandis que Zachary surveillait le trafic numérique entrant. Soudain, une alerte orange vif a commencé à clignoter sur le moniteur secondaire de Zachary, signalant une anomalie massive dans la base de données du registre foncier régional. Zachary a fait craquer ses doigts, son expression se durcissant en un regard de profond dégoût professionnel alors qu'il pointait vers un lien vers un fichier fortement crypté. Le système indiquait qu'une ligne de crédit sur valeur domiciliaire stupéfiante avait été initiée contre ma propriété prénuptiale, et que la demande de prêt frauduleuse se trouvait actuellement dans la file d'attente de vérification finale de la banque, menaçant de placer toute ma maison en saisie immédiate. Tôt le mercredi matin, j'ai traversé la ville pour me rendre à l'appartement privé de ma belle-mère, Gwendoline, espérant découvrir la vérité structurelle derrière la disparition de mes biens matrimoniaux. Le soleil éclatant de la Californie se reflétait sur les façades de verre des gratte-ciel du centre-ville, créant un contraste saisissant avec la réalité froide et toxique qui se déroulait actuellement sous la surface de mon mariage en ruine. J'ai garé mon véhicule dans la structure de stationnement désignée pour les invités, forçant mes muscles faciaux à adopter un masque parfaitement calme car je savais que toute manifestation prématurée de suspicion compromettrait instantanément notre stratégie. Mes mains agrippaient fermement le volant alors que je me rappelais le coffre-fort en acier vide, l'enveloppe d'argent manquante et les notifications bancaires frauduleuses qui avaient complètement altéré ma réalité en moins de 48 heures. Je suis entré dans le hall résidentiel hautement sécurisé, maintenant un rythme mesuré tandis que l'ascenseur me transportait jusqu'à la suite pentouse où Gwendoline menait son style de vie d'élite. Quand j'ai atteint les doubles portes d'entrée en chaîne de l'appartement, j'ai trouvé la lourde barrière légèrement entr'ouverte, permettant à l'atmosphère fraîche et climatisée de l'intérieur de dériver dans le couloir en béton. Avant même de pouvoir lever la main pour frapper contre le bois poli, je me suis figé instantanément alors qu'une voix de baryton familière a percé le couloir silencieux. Je suis entré dans l'étroit vestibule en marbre, mes ballerines en cuir se déplaçant en silence total alors que je pressais mon dos contre le mur tapissé de papier peint décoratif pour surveiller la situation qui se déroulait. Geoffroy parlait fort via le haut-parleur d'un appareil électronique posé sur la table basse en acajou au centre du salon spacieux. Son ton était empreint d'une méchanceté instrumentalisée et condescendante qui surpassait complètement les insultes subtiles qu'il avait lancées à ma carrière lors de nos conversations privées à la maison. Geoffroy développait agressivement un récit fictif, racontant à Gwendoline que j'avais subi un effondrement psychologique total et que je détruisais systématiquement la stabilité de notre ménage par des dépenses imprudentes. Mon estomac s'est noué de révulsion absolue en écoutant mon mari fabriquer un tissu complexe de mensonges conçus pour me faire passer pour un passif financier instable avant même qu'un seul document juridique ne puisse être déposé au tribunal du comté. Il prétendait que ma carrière technique n'était rien de plus qu'un passe-temps insignifiant qui avait aveuglé mon jugement, le forçant à prendre le contrôle total de nos fonds principaux pour protéger la famille de ma prétendue incompétence. De mon point d'observation caché derrière la cloison, j'entendais Gwendoline pousser un léger soupir de sympathie avant de valider ses paroles avec un sang-froid étrangement calme qui révélait sa complicité absolue. Elle n'a pas remis en question ses accusations soudaines, ni exprimé la moindre once de préoccupation maternelle pour la femme qui avait contribué avec son revenu d'architecte à 6 chiffres au confort de leur famille pendant 5 années consécutives. Au lieu de cela, Gwendoline a orienté la conversation directement vers une stratégie d'extraction d'actifs hautement calculée, encourageant son fils à exploiter ma vulnérabilité actuelle avant le début de la séparation formelle. Elle a ordonné à Geoffroy d'imputer immédiatement les dettes à court terme de ses opérations de fret maritime en difficulté directement sur les lignes de crédit communes attachées à mon identification personnelle. Gwendoline a expliqué qu'en consolidant leurs dettes commerciales sous mon profil individuel, ils pourraient légalement protéger leur propre capital tout en me laissant complètement en faillite lorsque la procédure de divorce imminente atteindrait les tribunaux de la famille de Californie. La nature purement prédatrice de ces conseils m'a glacé le sang, révélant que la femme que j'avais accueillie comme une parente était en fait l'architecte principal de ce massacre financier. Elle a ouvertement fait référence à sa jeune courtière, Corinne, louant le statut régional de premier plan de sa famille tout en traitant mon existence indépendante comme un tremplin jetable qui avait officiellement dépassé son utilité opérationnelle. J'ai pris une lente et profonde inspiration pour calmer mon pouls qui s'accélérait,
refusant de laisser la fureur brûlante dans mes veines éclater en une confrontation publique inutile qui ne ferait que leur permettre de cacher leurs empreintes numériques. J'ai regardé à travers la petite ouverture de la cloison vitrée coulissante, mes yeux se concentrant sur la surface en acajou de la table où une épaisse pile de documents d'entreprise était complètement exposée. Nichés entre les relevés bancaires se trouvait une série de dossiers d'enregistrement fraîchement imprimés affichant les sceaux dorés officiels du registre de l'État. Ma formation analytique m'a permis de traiter instantanément la nomenclature juridique imprimée sur les pages de couverture principale, révélant un réseau de sociétés à responsabilité limitée non divulguées établi sous le nom légal complet de Gwendoline. La documentation indiquait explicitement qu'elle agissait en tant qu'agent enregistré principal pour les sociétés écrans exacts que Geoffroy utilisait pour extraire la valeur nette de ma propriété prénuptiale et détourner les fonds volés vers des comptes à l'étranger, scellant leur destin collectif dans un vaste réseau de fraude fédérale en col blanc. Le jeudi matin, je me suis réuni avec papa et Zachary dans un espace de travail isolé pour déconstruire les données numériques que nous avions récemment interceptées de nos comptes compromis. La pièce lourde et sans fenêtre bourdonnait de la vibration constante des équipements de serveurs, offrant un sanctuaire sécurisé complètement détaché du luxe superficiel des bureaux d'entreprise du centre-ville. J'étais assise tranquillement à côté des grands moniteurs lumineux, mes yeux se concentrant sur les lignes de code en mouvement. Alors que Zachary utilisait son expérience spécialisée en tant qu'architecte de système cloud d'entreprise, il a passé des heures à exécuter un audit administratif approfondi ciblant les réseaux internes hautement sécurisés appartenant au conglomérat de transport international où Geoffroy gérait les lignes de navigation régionales. Zachary a contourné les couches de pare-feu standard, traquant les subtiles déviations numériques laissées dans les flux de données jusqu'à ce qu'il localise avec succès un chemin caché de transactions opérationnelles. Le système analytique a lentement démêlé une couche massive de tromperie en col blanc, exposant une grave conspiration criminelle qui a immédiatement brisé toutes les illusions restantes concernant mon mariage. Les fichiers de grands livres décryptés ont prouvé que Geoffroy avait secrètement collaboré avec un notaire numérique à distance qui opérait entièrement sous l'influence corrompue de sa maîtresse, Corinne. En combinant son accès structurel avec ce spécialiste tiers compromis, Geoffroy avait systématiquement falsifié ma signature numérique pour contourner les vérifications de sécurité obligatoires des lois bancaires de Californie. Cet arrangement illégal lui avait permis d'obtenir l'approbation finale pour une ligne de crédit sur valeur domiciliaire stupéfiante, déchargeant avec succès $200 000 directement de ma propriété résidentielle entièrement payée. Les ensembles de données financières brutes à l'écran ne laissaient aucune place au déni, transformant mon différend domestique en un cas indéniable de vol d'identité et de fraude aggravée. Ma poitrine s'est serrée sous une vague intense d'adrénaline alors que l'empreinte numérique suivait le mouvement immédiat des $200 000 volés à travers le système financier mondial. La somme totale avait été virée en 48 heures pour acheter une flotte nouvellement enregistrée de camions porte-conteneurs commerciaux poids lourds opérant directement depuis le port animé de San Diego. Zachary a ouvert le registre du transport maritime, affichant les certificats de propriété officiels qui listaient la société holding comme une entité partagée appartenant à parts égales à Geoffroy et Corinne. Ils avaient utilisé la valeur du toit au-dessus de ma tête pour établir un empire commercial indépendant, forçant essentiellement mon crédit personnel à financer sa relation illicite pendant qu'il construisait une vie parallèle à mes frais. Papa a ajusté ses lunettes, ses instincts d'auditeur chevronné prenant le dessus alors qu'il recoupait méthodiquement les numéros d'identification d'entreprises nouvellement découverts avec les archives fiscales fédérales. Il a pointé un doigt stable vers une série de reçus de consultation environnementale frauduleux, soulignant le mécanisme de blanchiment d'argent très sophistiqué que Gwendoline gérait sous sa façade publique. L'ensemble du bénéfice net généré par la nouvelle flotte de transport était systématiquement converti en dons d'entreprises privées circulant directement par les comptes administratifs d'une fondation caritative enregistrée et dirigée exclusivement par Gwendoline. Elle utilisait activement son prestige de la haute société pour blanchir le capital commercial sale, transformant leur vol prédateur en une opération apparemment légitime tout en protégeant son fils de la surveillance réglementaire. L'enquête médico-légale a atteint un crescendo terrifiant lorsque Zachary a déverrouillé un répertoire hautement partitionné enfoui au plus profond des cartes de routage financier primaire du serveur cloud. Il a fait craquer ses doigts, son expression se durcissant en un regard de dégoût professionnel absolu alors qu'il analysait une série de virements récurrents destinés à un trust national non répertorié. La piste numérique a confirmé que Gwendoline transférait discrètement un pourcentage massif des fonds blanchis directement à un comité d'action politique de premier plan qui finançait actuellement une campagne électorale régionale à forts enjeux. Chaque transaction a été tracée jusqu'à l'héritage familial immédiat de Corinne, prouvant que Geoffroy achetait systématiquement sa place dans une puissante dynastie politique en offrant une dot de plusieurs millions de dollars entièrement financée par ma valeur nette volée.
Il tentait de s'assurer un siège permanent parmi l'élite sociale, totalement aveugle à la réalité que son grand dessein venait d'être définitivement enfermé dans notre serveur sécurisé comme un piège fédéral inéluctable. Le même soir, Geoffroy est rentré de son voyage d'affaires inventé, se frottant à plusieurs reprises les tempes et se plaignant bruyamment de l'épuisement causé par son emploi du temps chargé de réunions en ligne avec des partenaires à Seattle. Le crépuscule chaud de la Californie filtrait à travers les fenêtres panoramiques de notre salle à manger, jetant de longues ombres trompeuses sur la table immaculée que j'avais méticuleusement préparée pour assurer son confort absolu. J'ai refoulé chaque once de rage brûlante dans les recoins les plus sombres de ma conscience, exécutant une performance parfaite d'une épouse solidaire et soumise qui restait totalement inconsciente de sa trahison. Je lui ai servi son dîner de fruits de mer personnalisé préféré, parlant d'un ton doux et conciliant alors que je m'excusais ouvertement pour nos précédentes disputes domestiques concernant nos différends financiers à long terme. Cette démonstration calculée de soumission totale a fonctionné exactement comme nous l'avions anticipé, abaissant instantanément sa garde professionnelle et gonflant son ego corporatif massif à un niveau dangereux d'invincibilité absolue. Geoffroy s'est penché en arrière dans sa chaise avec un sourire condescendant, faisant tourner son vin blanc tout en acceptant mes excuses calculées avec l'attitude arrogante d'un manager supérieur neutralisant un employé insubordonné. Le piège domestique s'est immédiatement intensifié lorsque Geoffroy a sorti de sa coûteuse mallette en cuir une épaisse pile de documents juridiques, la jetant juste à côté de son assiette avec un mouvement lourd et dramatique. Son expression est devenue complètement froide et condescendante alors qu'il s'est lancé dans un monologue agressif, utilisant une terminologie d'entreprise complexe pour me presser d'obtempérer immédiatement. Il a exigé que je place ma signature sur les lignes de transfert avant la fin de la soirée, affirmant que mon portefeuille d'actions personnelles restant et le registre foncier de la banlieue devaient être consolidés sous sa nouvelle société à responsabilité limitée pour protéger notre ménage des changements fiscaux imminents. Il élevait sa voix de baryton chaque fois que je projetais une petite dose d'hésitation confuse, manipulant agressivement mon intellect professionnel en réduisant ma décennie de réalisation architecturale à un simple passe-temps administratif. Geoffroy a déclaré avec assurance que mes actifs indépendants étaient complètement exposés aux responsabilités réglementaires, criant que son expertise financière était le seul bouclier protégeant notre famille de la faillite totale, tandis que je ne gérais que des plans mineurs. Je l'ai laissé terminer sa tirade répétée sans offrir un seul mot de résistance défensive, laissant mes épaules s'affaisser légèrement pour projeter l'image d'une épouse complètement vaincue qui avait finalement réalisé sa propre insignifiance. Pendant qu'il était occupé à se verser un autre verre de vin et à célébrer sa domination psychologique apparente, j'ai calmement rassemblé les documents sous prétexte d'examiner les limites techniques avant d'apposer les signatures. Grâce à la coordination synchronisée entre papa et notre avocat spécialisé en litige d'entreprise, nous avions passé l'après-midi précédent à élaborer un chef-d'œuvre de camouflage juridique qui reflétait parfaitement la typographie des fichiers de transactions originaux. Je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine et j'ai discrètement extrait la page 48 originale, remplaçant de manière transparente la clause standard d'absorption d'actifs par un accord de renonciation post-nuptiale dévastateur et complet. Cette nouvelle section cachée utilisait exactement les mêmes marges, taille de police et bordure d'entreprise que celles utilisées par le cabinet de Geoffroy, mais le mécanisme juridique qu'elle déclenchait était un poison absolu pour toute son existence. Le paragraphe camouflé stipulait clairement qu'en cas avéré de toute infidélité conjugale documentée ou d'extraction de passifs d'entreprise cachés, la partie fautive renoncerait immédiatement à tous les droits et protections concernant le patrimoine conjugal. Je suis retourné à la table à manger d'une main ferme, plaçant le dossier modifié directement devant mon mari avec un stylo à encre noire pour compléter l'exécution finale. J'ai signé la ligne de consentement du conjoint principal avec un sang-froid total et imperturbable, puis j'ai nonchalamment pointé vers le bloc de contre-signature réciproque situé juste en dessous de la clause post-nuptiale camouflée. J'ai menti doucement en disant que le cadre bancaire numérique exigeait sa signature immédiate en tant que directeur général de la nouvelle entité juridique pour finaliser officiellement l'absorption de mes actifs fonciers. Poussé entièrement par son arrogance monumentale et son mépris profond pour mon intelligence, Geoffroy n'a pas pris la peine de lire les petits caractères ou de parcourir les phrases au-dessus de la ligne pointillée. Il a saisi le stylo avec un sourire impatient et triomphant, griffonnant sa signature d'un trait agressif et ample qui liait définitivement son avenir financier à notre piège juridique. Geoffroy a verrouillé sa mallette avec un clic arrogant des boucles en laiton et m'a fait un signe de tête condescendant en signe d'approbation, complètement inconscient de la réalité qu'il venait de signer la renonciation absolue à toute sa fortune. Le vendredi matin, Zachary a envoyé un paquet de données hautement cryptées directement sur mon ordinateur personnel à mon cabinet d'architecte, contournant le réseau de bureaux standards pour maintenir notre secret opérationnel absolu. L'écran lumineux de mon moniteur illuminait l'espace de bureau sombre alors que je chargeais le portail sécurisé,
mes doigts tremblant légèrement alors que les paramètres numériques commençaient à se décoder sur l'interface. Zachary avait réussi à percer une partition de stockage hautement fortifiée cachée au plus profond du serveur cloud privé de Geoffroy, déployant une clé numérique personnalisée pour contourner les dernières couches de sécurité biométrique. Ce dossier nouvellement compromis était stérilement étiqueté avec le nom stratégique de Projet Phoenix, exposant la terrifiante machinerie d'entreprise que mon mari avait construite dans l'ombre pour achever ma destruction publique. En tant qu'architecte urbaniste, j'étais formé pour analyser des structures complexes, mais la méchanceté calculée contenue dans ce seul répertoire a complètement redéfini ma compréhension de la cruauté humaine. Les fichiers déroulés par l'analyse forensique ont révélé que Geoffroy avait autorisé un virement électronique massif totalisant 80 000 $, détournant le capital directement des comptes logistiques détournés de son entreprise. Cette somme stupéfiante de 80 000 $ avait été acheminée vers le dark web pour engager une équipe d'élite de mercenaires technologiques clandestins spécialisés dans la manipulation avancée de médias synthétiques. Les reçus fournis détaillaient le coût précis de la construction d'une arme d'assassinat de réputation absolue, exposant une vidéo hyper truquée, deepfake, entièrement rendue qui utilisait mes photographies d'entreprise historiques et mes schémas vocaux. J'ai regardé la simulation en haute définition avec un sentiment de dégoût glacial, voyant une réplique numérique de moi-même s'engager dans une rencontre romantique complètement fabriquée avec un individu méconnaissable à l'intérieur d'une chambre d'hôtel de luxe générique. La piste audio synthétisée exécutait parfaitement ma cadence vocale distincte, dupliquant ma hauteur de voix et mes habitudes linguistiques pour produire des aveux haletants d'une liaison extra-conjugale à long terme qui ruinerait instantanément ma réputation personnelle et professionnelle. Les plans opérationnels à l'intérieur du projet Phoenix décrivaient explicitement le grand objectif stratégique de Geoffroy, affichant un calendrier minute par minute conçu pour compromettre le prochain gala d'anniversaire de l'entreprise le samedi soir. Il avait préchargé ce fichier multimédia militarisé dans un protocole d'exécution automatisé, prévoyant de pirater la matrice audiovisuelle principale du centre de congrès au plus fort de la réception de la haute société. Geoffroy avait l'intention de monter avec assurance sur la scène principale pour offrir un monologue tragique et hypocrite sur la solitude émotionnelle de notre mariage brisé, utilisant sa victimisation fabriquée pour susciter une sympathie publique maximale de la part de l'auditoire d'élite. Au moment où il donnerait le signal technique caché, les écrans diffuseraient la vidéo hyper truquée à des centaines de titans de l'entreprise et de politiciens locaux, garantissant que je serais instantanément exécuté comme une paria sociale honteuse. Quand j'ai apporté les fichiers décryptés à la maison, maman et papa se sont immédiatement tenus à mes côtés dans notre espace de travail sécurisé, leurs expressions analytiques fournissant un pilier de soutien inébranlable qui m'a empêché de m'effondrer dans un chagrin inutile. Maman a posé sa main sur mon épaule, me disant calmement de maintenir un comportement parfaitement normal à la maison car son narcissisme démesuré reposait entièrement sur ma totale conformité et mon ignorance absolue. Papa a souri avec une expression dangereuse et analytique, me rappelant qu'un ennemi qui prépare une embuscade théâtrale est toujours complètement aveugle à une contre-attaque se produisant au sein même de son système central. Zachary s'est immédiatement mis au travail à son terminal et a passé des heures à programmer un script de contournement sophistiqué conçu pour mettre en quarantaine les fichiers de Geoffroy et remplacer la vidéo synthétique par nos propres journaux de données forensiques irréfutables. La tension à l'intérieur de notre salle sécurisée a atteint un pic absolu plus tard dans la soirée lorsqu'une notification administrative distincte a clignoté sur mon système, affichant le registre officiel des invités de marque pour le gala du samedi. Mes yeux ont parcouru les lignes de noms qui défilaient, réalisant que le public comprendrait les juges fédéraux les plus puissants, les directeurs de banques régionales et les directeurs de médias les plus influents de l'État. Chaque individu qui gérait le cadre socio-économique de San Diego serait assis directement dans la zone d'explosion de notre contre-offensive imminente, attendant d'assister au dévoilement grandiose, spectaculaire et public de leur ruine collective. À 20h précises le samedi soir, le magnifique centre de congrès situé juste le long du quai pittoresque de la baie de San Diego illuminait l'horizon côtier, accueillant tout le cercle de l'élite et les dignitaires de la haute société de la région. Le chef-d'œuvre architectural du lieu présentait d'imposantes arches de verre qui donnaient directement sur les eaux sombres et ondoyantes du Pacifique, créant une atmosphère de prétention suffocante qui remplissait l'immense salle de bal. Je suis arrivé précisément à l'heure, vêtu d'une robe de soie structurée vert émeraude qui ressemblait exactement à une armure sur mesure conçue pour résister au chaos imminent. Gwendoline m'a intercepté presque immédiatement près de l'entrée, son visage se tordant en un sourire trompeur, fin comme une lame de rasoir, alors qu'elle orchestrait une dernière démonstration de cruauté calculée. Elle a demandé à un placeur de passage de m'escorter loin des tables principales, me plaçant intentionnellement à une petite table bancale poussée directement dans un coin sombre et sans décoration, juste à côté des portes battantes de service de la cuisine. Je me suis assise dans l'ombre du personnel de service,
observant la vue panoramique de la salle avec une sérénité absolue et glaciale, car je savais que la structure entière était piégée avec des explosifs puissants. Geoffroy a franchi les grandes portes doubles quelques minutes plus tard, rayonnant d'un charisme huilé et étudié alors qu'il guidait avec assurance Corinne au centre absolu du rassemblement de haut vol. Il a présenté sa maîtresse aux membres du conseil d'administration sous le couvert frauduleux d'une partenaire commerciale stratégique, tissant une magnifique illusion de synergie d'entreprise pour masquer son manque de respect effronté. Corinne souriait gracieusement aux invités qui arrivaient, sa robe à paillettes argentées captant la lumière des lustres en cristal tandis que le lourd collier de diamants reposait contre son cou. Le suivi de données de Zachary avait déjà confirmé que ce bijou de luxe spécifique avait été payé par une ligne de crédit d'entreprise se cachant sous les comptes d'approbation administrative falsifiés que Gwendoline avait validés. Geoffroy tenait fermement le creux de ses reins alors qu'il flottait vers les premiers rangs, complètement aveugle à la réalité que son arrogance monumentale l'avait conduit directement sur une scène d'auto-exécution totale. L'éclairage ambiant dans le grand centre de congrès a soudainement commencé à baisser, signalant la finalité absolue du piège alors que Geoffroy montait avec assurance sur la scène principale pour prononcer son discours. Il s'est penché vers le microphone, sa riche voix de baryton remplissant l'espace caverneux alors qu'il se lançait dans un monologue profondément hypocrite sur la tragique solitude émotionnelle de notre mariage brisé. Il s'est dépeint comme un martyr stoïque et dévoué qui avait mis toute son âme dans une union défaillante, chuchotant des mensonges militarisés sur ma prétendue imprudence financière pour susciter la sympathie du public. Alors qu'il atteignait le crescendo planifié de sa performance, Geoffroy a fait un signe de tête sec et définitif vers la cabine audiovisuelle surélevée, avec l'intention d'activer le fichier d'exécution contenant la vidéo hyper truquée. À cette microseconde exacte, Zachary a activé notre script de contournement personnalisé depuis son terminal distant, verrouillant complètement l'ordinateur central du lieu et remplaçant le fichier multimédia synthétique par nos propres ensembles de données certifiées. Les immenses écrans de projection de 6 mètres se sont instantanément allumés, projetant une lueur blanche clinique et saisissante sur le public stupéfait de juges fédéraux, de directeurs de banques et de politiciens régionaux de premier plan. Au lieu de la chambre d'hôtel granuleuse de la vidéo fabriquée, les écrans imposants diffusaient une image de sécurité cristalline de Geoffroy et Corinne s'embrassant passionnément au terminal de l'aéroport pendant son prétendu voyage d'affaires à Seattle. L'analyse forensique visuelle s'est immédiatement étendue, passant impitoyablement à l'affichage des grands livres financiers animés qui suivaient la ligne d'extraction de valeurs domiciliaires frauduleuses de 200 000 $. Les écrans ont agrandi les signatures falsifiées de Geoffroy aux côtés des documents d'enregistrement d'état des réseaux de sociétés écrans, ne laissant absolument aucune place à l'interprétation ou au déni devant la foule d'élite. Un rugissement assourdissant d'indignation et de chuchotements agressifs a éclaté dans la salle de bal alors que la réalité absolue de leur réseau de corruption de plusieurs millions de dollars était mise à nu à une échelle panoramique. Le père de Corinne, un politicien de premier plan dont toute la campagne reposait sur une base de confiance publique inattaquable, a physiquement reculé d'horreur alors que son héritage s'évaporait sous les projecteurs. Réalisant la menace immédiate pour sa survie politique, il s'est levé, a annoncé publiquement qu'il déshéritait Corinne de tout son héritage familial et l'a forcé à signer une démission immédiate de la campagne. Simultanément, le président directeur général du conglomérat logistique a marché directement sur la scène, a publiquement renvoyé Geoffroy devant la foule et a immédiatement composé un numéro direct pour signaler l'énorme stratagème de détournement de fonds au Bureau fédéral d'investigation. Alors que Gwendoline tentait frénétiquement de s'échapper par les portes de service arrière pour éviter les caméras des médias, mon père attendait sur le seuil avec 2 agents de sécurité pour lui remettre une copie de l'acte d'accusation fédéral pour blanchiment d'argent. Geoffroy s'est complètement effondré sur le sol poli de la scène, son smoking sur mesure froissé alors qu'il fixait d'un regard vide les écrans imposants qu'il avait définitivement liés à une montagne de dettes en vertu de l'accord postnuptial de la page 48. Sa carrière était entièrement anéantie, sa richesse était légalement dissoute, et les clauses en béton armé qu'il avait signées aveuglément garantissaient qu'il passerait des années à faire face au poids implacable d'une peine de pénitencier fédéral. Je me suis levé de ma table isolée dans l'ombre, lissant la soie émeraude de ma robe alors que je traversais la débandade des mondains avec une sérénité totale et imperturbable. Pas une seule larme n'a brouillé ma vision alors que je sortais dans l'air frais de la nuit où un véhicule de luxe attendait au bas des marches de pierre. Je me suis glissé sur le siège arrière en cuir aux côtés de papa, maman et Zachary, à jamais libérés de la pourriture de leur tromperie, victorieux au-delà de toute mesure, et complètement en sécurité dans l'indépendance que j'avais reconquise. Ce parcours dramatique offre une leçon profonde et intemporelle sur l'importance vitale de la patience stratégique, du contrôle émotionnel et du pouvoir inébranlable de la solidarité familiale face à une trahison complexe. La vraie force ne réside pas dans les confrontations publiques explosives, mais dans la collecte calme et méthodique des faits,
la préservation de l'indépendance personnelle et le refus d'intérioriser les récits toxiques de nos prédateurs. En choisissant la logique plutôt que la colère immédiate, la vérité peut transformer une embuscade calculée en un instrument de justice absolue. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus profonde et la plus sincère à chacun d'entre vous qui a écouté cette histoire jusqu'à la toute fin. Votre temps et votre soutien incroyable comptent énormément pour moi en tant que créatrice. Veuillez partager vos pensées, vos réflexions personnelles et vos propres expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Et continuons à construire une communauté fondée sur la résilience et l'autonomie.